Ici, on a la chance donc d'avoir Marie-Laure Dufresne-Castet, qui a été avocate dans des Conti également. Et donc, elle va pouvoir nous montrer à quel point, après ce combat de travailleurs qui a ralenti, qui a permis d'arrêter un petit peu le temps et de donner de la place justement au combat juridique, comment ça s'est tramé derrière. Et puis, donc Martin Willems de la CNE-CSC, qui va pouvoir, lui, nous raconter aussi une autre histoire, une histoire belge, l'histoire de Fiat, et surtout aussi ce questionnement du syndicaliste par rapport à la lutte au tribunal. Et puis Mireille Jourdan, qui est avocate à Bruxelles, qui aussi pourra évoquer ces combats juridiques qu'elle mène depuis de nombreuses années. Voilà, donc je laisse la parole à Marie-Laure Dufresne-Castet. Oui, bonsoir. Alors, dans l'affaire des Continentales, ça marche là ? Oui. Dans l'affaire des Continentales, qu'on a appelée les Conti, je crois que ce qui domine, c'est précisément la lutte des travailleurs. C'est vraiment cette lutte, et cette lutte à caractère collectif. Je crois que ce qui la caractérise, cette lutte, c'est le fait qu'elle ait été menée d'une manière totalement collective. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans un moment du film, il y a un salarié qui dit « Mais moi, je suis bien là, dans l'usine, avec les miens. » Et ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, des gens angoissés par leur situation, déprimés, et allaient voir le médecin du travail. Et le médecin du travail, chez Continental, il n'était pas idiot. Et il leur disait « Non, je ne vous donnerai pas d'antidépresseurs. Ça va vous casser, ça ne va pas vraiment vous sortir de votre marasme. Allez au comité de lutte, ça vous fera plus de bien. » Et c'est vrai, parce que les Conti ne se sont jamais comportés comme des victimes, ils se sont comportés comme des combattants. Et c'est ce qui fait de cette lutte une lutte emblématique. Elle a recueilli la sympathie autour d'elle, mais vraiment recueilli la sympathie autour d'elle. Et elle a été marquée par une victoire. Alors, une victoire. Est-ce que l'établissement est resté ? Non, l'établissement a disparu. Et aujourd'hui, ce que nous savons, par expérience, j'étais aussi l'avocate des salariés de PSA dans l'affaire d'Aulnay. PSA a effacé de la carte l'établissement d'Aulnay en 2013. Et de la même manière, l'établissement a disparu. Parce que nous sommes dans ces affaires face à des multinationales. Et le fait d'empêcher la fermeture de l'établissement est quasi impossible. Parce que les Conti, on leur a reproché ça parfois. On leur a dit « Ah, votre lutte, effectivement, vous êtes impressionnant, etc. Mais votre établissement a disparu. » Et je me souviens qu'à Aulnay, on a eu la même question. À Aulnay, on a eu la même question. Je me souviens d'un jour où on était avec des étudiants, avec un des syndicalistes d'Aulnay, et ils disent aux syndicalistes « Mais vous n'avez jamais eu l'idée de faire comme avaient fait les LIP dans les années 70, en 74 précisément. Vous n'avez pas eu cette idée de faire un trésor de guerre et de sauver votre établissement ?» Et le copain leur a répondu « Mais vous êtes gentils, vous faites bien de faire de l'histoire, et LIP, ce fut une aventure magnifique. Mais aujourd'hui, les voitures à Aulnay, on les construit avec des composants qui viennent du Japon, avec des portières qui viennent de Cergy, une autre ville, avec des éléments qui viennent de partout. Et dans ces établissements où il est impossible de créer un trésor de guerre, il est impossible. C'est demander l'impossible à ces travailleurs que de leur demander de sauver leur établissement. Dans la circonstance actuelle, si Continental Sarreguemines s'était mise en grève, si à Hanovre on s'était mis en grève, s'il y avait eu des grèves dans tous les établissements, il y en a à Toulouse aussi, s'il y avait eu des grèves dans tous ces établissements, bien évidemment, ils auraient pu sauver, enfin, ils avaient une chance de sauver leur établissement. Mais le problème, c'est le problème de l'extension de la grève. Et le problème, c'est de l'isolement de ceux qui sont confrontés à une situation comme celle-ci. Néanmoins,
ce fut une lutte victorieuse, bien que l'établissement est fermé. Vous avez vu la bataille que ça a supposé. Vous avez vu qu'ils ont obtenu le maximum de ce qu'ils pouvaient obtenir. Et vous avez vu ce qu'il fallait comme bagarre, ce qu'il fallait comme force pour l'obtenir, la difficulté qu'il y a eu à cela. Je disais tout à l'heure que c'était une lutte exemplaire par son caractère collectif. C'est 1120 personnes qui s'organisent. 1120 personnes qui s'organisent. Alors, Anne disait tout de suite, derrière la lutte juridique, etc., etc. Je crois que la lutte juridique, elle n'est pas apparue, elle est loin d'être apparue très vite. Parce que les patrons cédaient face à la colère ouvrière. C'est la colère ouvrière qui a gagné. Et c'est bien pour ça qu'ensuite, ils seront poursuivis pénalement. Là, pendant les négociations, moi, je n'étais pas à Hanovre, mais j'étais en back-office, si on peut dire. Mais les avocats, ils ne servaient pas à grand-chose. Il faut dire les choses comme elles sont. C'était la grève, parce qu'ils voulaient les faire travailler 1 an de plus. Et 1 mois avant de les avertir qu'ils allaient fermer l'usine, eh bien, ils leur faisaient faire des heures supplémentaires, plus, parce qu'il fallait faire des stocks pour Sarreguemines. Et donc, c'était la grève. Et surtout, le tournant, ça a été la sous-préfecture de Compiègne. Ça a été vraiment le tournant. Parce que l'État s'est souvenu qu'il était arrivé quelque chose à Continental, parce que tous les politiques s'étaient indignés, tous les politiques avaient crié au scandale quand on a annoncé qu'on allait fermer Continental. L'espèce d'abruti qu'on voit à un moment donné là, de la CFTC qui dit c'est celui qui avait signé l'accord en 2007. Il a été le seul à signer l'accord. Il suffisait d'un syndicat pour le signer, puisqu'ils avaient 30% des voix. Comment ? Un syndicat chrétien. Oui. Qui est plus très chrétien d'ailleurs. On ne sait pas très bien ce qu'il est, puisqu'on a même vu des gens du Front National qui y allaient. Mais il avait signé cet accord qui permettait au patron de revenir aux 40 heures, avec la promesse que l'établissement serait maintenu jusqu'en 2012. Ces accords sont toujours des accords perdant-perdant, parce qu'on les appelle gagnant-gagnant. Ils sont perdant-gagnant, que dis-je, pas perdant-perdant, puisqu'il y en a un qui gagne, c'est le patron. Il les a fait travailler 40 heures jusqu'en 2009, et en 2009, il a fermé leur établissement. Mais on peut dire qu'ils ont gagné, parce que lorsqu'ils sont entrés dans la sous-préfecture de Compiègne, ils étaient 300, un peu plus de 300 dans la sous-préfecture. C'est impressionnant, les images. Ils ont cassé des carreaux, ils n'ont pas mis à sac la sous-préfecture de Compiègne. Je connais bien l'histoire, puisque c'est moi qui les ai défendus devant le tribunal correctionnel et devant la cour d'appel d'Amiens. Ils n'ont pas tout cassé, loin de ce qu'on dit. Ils ont cassé un peu. Ils ont surtout manifesté la colère ouvrière. Et juste après, vous l'avez vu dans le film, quelques heures après, à peine une demi-heure après, le gouvernement était prêt à faire la tripartite qu'il demandait depuis des semaines, alors que le gouvernement était taisant. On n'entendait plus parler des pouvoirs publics. Il y a eu cette manifestation de la colère, et là, tout le monde est revenu. Tout a pu se faire. Et si cette lutte a été si populaire, c'est aussi pour ça, je crois. Je crois qu'à un moment donné, alors, il n'y a pas assez de lutte où la colère ouvrière se manifeste, il n'y a pas assez de lutte où ça fait tourner les choses du côté des travailleurs, mais dans la population, on sent bien que sans l'émergence de cette colère, on n'obtiendra rien. Et dans le cas des Conti, simplement, ces colères-là, ces colères victorieuses, on veut toujours le faire payer aux travailleurs. Toujours. Et il y a toujours des poursuites ensuite. Et c'est sur indication du patron que le parquet a poursuivi 6 d'entre eux. Et ils étaient 300 dans la sous-préfecture. Il y en a eu 6 de poursuivis. Moi, quand je suis allée plaider, en droit, j'étais tranquille. En droit, j'étais tranquille. Ils étaient poursuivis pour dégradation du bien d'autrui, aggravé, puisqu'il s'agissait d'un bien public. On ne m'a jamais mis
un bien dégradé sous les yeux. On ne m'a jamais fait la preuve de la dégradation d'un seul bien. Bien sûr, ils ont cassé des carreaux. Il y avait des TF1 à filmer en clair. Et on a vu Xavier Mathieu qui balançait un ordinateur. Mais moi, on ne m'a pas apporté d'ordinateur cassé. On ne m'a même pas donné de facture d'ordinateur cassé. Donc en droit, j'étais tranquille, sereine. Mais voilà, il y avait des images. Il y avait une colère qui était montrée en images. Une colère qui avait fait que les pouvoirs publics avaient plié, qui avait fait que le patron avait plié. Cette colère-là, à cette colère-là, il fallait une réponse. Et cette réponse, fut-elle symbolique, il la fallait, et c'était une condamnation. Ils ont été poursuivis donc pour dégradation. Ils ont été condamnés en première instance. Nous avons interjeté appel, bien sûr. Et à Amiens, ils leur ont donné des peines symboliques. Certains ont eu une amende avec sursis, alors qu'ils avaient de la prison avec sursis au départ. Eh bien, cette condamnation, c'est la condamnation, précisément, de ceux qui redressent la tête. La colère ouvrière, c'est ça. Ce sont ceux qui redressent la tête face à cette espèce de rouleau compresseur que sont les multinationales. Ce sont ceux qui disent non. Je trouve que l'affaire Continental, enfin moi, elle reste marquée dans ma mémoire pour cela, pour cette raison. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'ensuite, nous sommes retournés au tribunal. Ils étaient 800. Je me souviens qu'à Compiègne, on avait eu droit à un gymnase tout entier, parce qu'ils étaient 800 au prud'homme à demander réparation. Puis ensuite, à la cour d'appel d'Amiens, on a eu droit au palais des congrès d'Amiens. Les avocats, nous étions sur scène avec la cour. Jolie, jolie comédie. Cela étant, nous avons obtenu pour ces salariés à nouveau des dédommagements qui n'ont rien de dérisoire. Des dédommagements importants. Cependant, vous en avez entendu un dans le film qui disait « L'argent, c'est gentil, mais ça file vite ». Et quand ils avaient 45 ans, 48 ans, la retraite, vous savez, maintenant, c'est 62 ans. Je ne sais pas quel âge c'est ici, mais en France, c'est 62 ans. Il faut tout ce temps jusqu'à la retraite. Quand vous êtes dans un bassin d'emploi sinistré, eh bien, il faut trouver du travail jusqu'à 62 ans. Donc, il y a eu toutes ces... Enfin, ce droit qui était là, bien sûr, ça aide. Bien sûr, ça aide. Mais ça ne suffit pas. Hein. On le voit bien, on l'entend bien, on le sent bien dans ce film. Alors, il y a d'autres occasions, il y a eu d'autres moments, des moments où les gens ne se sont pas battus de cette manière. Moi, j'ai vécu l'affaire Moulinex, qui était une affaire terrible. Moulinex a été liquidé en 2000, et en 2001 précisément. Et l'affaire Moulinex, c'était quelque chose de terrible, avec ses 3600 salariés licenciés. Et là, avec des indemnités qui étaient à l'époque, c'était en francs, qui étaient à l'époque, quand vous aviez 30 ans d'ancienneté, vous aviez 5000 francs. 5000 francs. Mais la bataille n'a pas été celle des Conti. Il y a eu un semblant de bataille. Ensuite, alors, nous sommes allés au prud'homme, effectivement, et nous avons gagné des indemnités. Mais à Moulinex, moi, j'ai vu mourir des gens. J'ai vu des gens se suicider, des gens qui devenaient clochards, etc. Enfin, à Continental, on a eu aussi des suicides. Je n'ai pas envie de faire du misérabilisme, mais d'évoquer que cette puissance que peuvent avoir les travailleurs lorsqu'ils prennent conscience de la force qu'ils peuvent avoir, lorsqu'ensemble, ils se battent. Je trouve que Continental, c'est ça. Des gens qui comprennent un jour que lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on se bat ensemble, lorsqu'on s'en donne les moyens, à ce moment-là, on devient fort, on devient puissant face au patron. Je ne sais pas si je n'ai pas pris trop de temps. Non, tu as surtout parlé du combat des travailleurs et non pas de la lutte au tribunal, mais c'est bien aussi. Et donc, peut-être qu'on verra dans une deuxième partie plus aussi les questions de, justement,
Mireille me demandait l'objet de la procédure introduite lorsqu'ils ont été déboutés. Voilà, peut-être un peu rentrer plus sur ces questions, mais on va peut-être justement enchaîner directement sur le combat des travailleurs de Fiat avec Martin. Une dose de combat des travailleurs. Une dose de combat des travailleurs. Et quoi, ça marche pas? Ah si, ça marche avec. J'ai jamais de cravate, mais j'ai un micro-cravate. Voilà. Je vais le mettre plus haut. Voilà. Donc je suis un peu perplexe parce que on me demande de parler du travailleur et de la justice. C'est en effet un sujet important, mais s'il faut suivre le film très inspirant qu'on a vu, finalement, ce n'est pas vraiment un exemple que la justice aide le combat, ni même les syndicats d'ailleurs, puisque ils insistent bien fortement sur le fait que leur comité de lutte est justement indépendant des organisations syndicales. Et comme tu l'as dit, ce qu'on voit surtout, c'est que c'est de temps en temps un petit déclenchement ou une expression salutaire de la colère qui finalement débloque beaucoup de choses. Et pas justement le tribunal, puisque au début, on voit une affaire où on essaye, ce qui est possible en France, et ce n'est pas du tout possible en Belgique, mais de faire invalider un plan social. Le faire suspendre, excusez-moi. Mais ils sont déboutés. Ouais. C'est d'ailleurs le fait d'être débouté qui déclenche leur colère à Sarreguemines, non, à Compiègne. Et l'affaire qu'on voit à la fin, c'est pas une affaire non plus, qu'ils utilisent dans leur lutte, puisque c'est eux qui sont attaqués. Mais ils gagneront ensuite au tribunal. C'est-à-dire qu'ils se défendront. Non, ensuite, ensuite, je l'ai dit à l'instant, ils se défendent quand il y en a 6 qui sont poursuivis, mais ensuite 800 saisiront le conseil de prud'homme et gagneront. Enfin, ce que je... Mais je ne dis pas que ça veut dire que... Je ne vais pas rentrer dans l'affaire, je ne la connais pas. Oui, mais c'est pour dire que ce sont eux qui attaqueront ensuite. D'accord, super. C'est pour être exact. Très bien. Enfin, tout ça pour illustrer que, d'évidence, la justice n'est pas l'outil de prédilection de l'action sociale. Et en effet, en tant que syndicaliste, et je crois plus largement comme militant, et je m'adresse à des militants, si vous êtes là ce soir, c'est que vous l'êtes tout autant, c'est pas plus que moi. Avec la justice, on a un rapport pour le moins ambigu, puisque par définition, en tant que militant, on pense que la société ne tourne pas très bien et on veut la changer. Or, aussi par définition, la justice applique le droit, et le droit, c'est le rapport de force figé à un moment donné, c'est le maintien de l'ordre établi. Et donc, c'est toujours un peu délicat d'espérer des instruments de maintien de l'ordre tel qu'il est, qu'il va nous aider à le changer. Mais, voilà, la justice, on doit faire avec, parce que le plus souvent, justement, on est traîné en justice. Donc, c'est rarement une décision dans le cas d'une stratégie de lutte, de faire appel au tribunal. Pour revenir sur le droit et les limites intrinsèques du droit, même si, attention, il faut aussi défendre ses droits, mais il ne faut certainement pas avoir l'ambition que de défendre ses droits. Ça, c'est rentrer un peu dans la vision contractuelle, et puis si on ne fait que défendre ses droits, il s'effrite fatalement, parce que ce qu'il faut, c'est évidemment essayer d'aller au-delà du droit tel qu'il est, et essayer de le transformer et de l'améliorer par la propagande, par le fait. Les droits qu'on a, ils n'existaient pas à un moment, et puis en les exigeant à un moment, on les a obtenus, et il faut toujours viser plus loin pour au moins les maintenir. C'est pour ça que dans ma vie de syndicaliste, lorsque j'ai des délégués d'entreprise c'est souvent malheureusement leur réflexe de me dire « Ah tiens, est-ce que le patron a le droit de faire ça? Est-ce qu'il a le droit de faire ça ?» Bon, je leur réponds. Et je leur dis aussi « Mais arrêtez de vous focaliser sur ce que le droit permet ou ne permet pas de faire. Ça ne doit pas ça être votre visée. Votre visée, ça doit être, avec les travailleurs, de voir ce que vous voulez, où vous voulez aller, et de l'exiger et de le créer. Rien que se cantonner à ce qu'on peut faire, à ce que le droit permet ou ne permet pas, c'est pas ça qui va nous donner des conquêtes sociales. En tant qu'organisation syndicale, parfois on est tensé, et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais
à se lancer dans des grands procès de principe. Et je veux dire que là, on est souvent déçus. Hein, quand, par exemple, on va contester un projet de loi, une loi qui nous semble tout à fait injuste ou tout à fait absurde au tribunal constitutionnel. On dit la Cour constitutionnelle, oui. On est souvent débouté. Par exemple, les organisations syndicales récemment ont été contestées les flexi-jobs à la Cour constitutionnelle. Ils ont été déboutés sur base du principe d'égalité. Hein. D'ailleurs, c'est essentiellement pour ça qu'on va à la Cour constitutionnelle, en disant que deux travailleurs ne sont pas égaux, parce que l'un, s'il travaille via les flexi-jobs, il coûte beaucoup moins cher à l'employeur que s'il venait comme un travailleur sous statut normal. Pourtant, on voit que dans d'autres affaires, qui moi me paraissent complètement débiles, quand on vient dire qu'un électeur de ce qui était avant l'arrondissement de Bruxelles-Livorno n'est pas égal à un électeur du Limbourg parce que l'un vote au niveau d'un arrondissement, l'autre vote au niveau d'une province, là, la Cour constitutionnelle a dit c'est une inégalité terrible, il faut absolument et urgemment scinder l'arrondissement de Bruxelles-Livorno, sinon on est dans une inéquité manifeste. Donc... Les grands procès de principe, oui, je suis un homme de principe, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que les grands procès de principe vont nous aider à les défendre ou à avancer. Alors maintenant, est-ce que la lutte juridique, et particulièrement quand on est contraint, est-ce qu'elle peut servir la lutte? De nouveau, je crois qu'on ne le choisit pas, mais la réponse est oui. Elle peut la servir et elle peut la desservir. Hein, parce que... oui, parfois la lutte s'essouffle un peu, ou parfois souvent la lutte a besoin de victoire pour relancer la motivation. Or, si on est au cours d'une lutte, si on est attaqué au tribunal et qu'on obtient une victoire au tribunal, c'est clair, ça relance la motivation à se battre plus loin. Ça peut aussi la démotiver complètement, parce que parfois s'enfermer ou mettre tous ses espoirs dans un procès. Et vous savez que le temps des procès n'est pas du tout le temps de la lutte. Hein, et de nouveau, ça dépend, il y a des procédures spécifiques plus rapides. Mais un procès, ça peut durer des années. Et ça, évidemment, mettre tous ses espoirs dans un procès, ça veut dire attendre des années. Et bien là, évidemment, il n'y a plus personne à la fin. Voilà. Donc, parler de l'affaire Fiat. Et je dois dire que j'ai enlevé mon petit tour de cou vert parce que je n'étais pas un syndicaliste de la CSC à l'époque, j'étais un syndicaliste de la FGTB. Donc c'est pour ça que je croyais que Nico Cué serait là. Lui, il aurait mis beaucoup de rouge à table, mais je vois qu'il n'est pas là. Oui, j'ai oublié de rappeler que malheureusement Nico Cué n'a pas pu venir et il s'en excuse. Donc voilà, tu es le seul syndicaliste à la table. Donc l'affaire Fiat est une belle affaire, une triste affaire en soi. C'est une belle affaire, comme Marie-Laure le dit, pour l'affaire Conti, comme un chirurgien est content d'une belle opération, mais bon, c'est toujours sur un corps malade, et malheureusement, le malade, voilà, il meurt. Et l'affaire Fiat, c'est aussi, in fine, c'est pas vraiment une vraie victoire, dans le sens où l'employeur a voulu, en fait, il a voulu se débarrasser d'une délégation syndicale, une très bonne délégation syndicale, et c'est vrai, très dure, tirée par quelques fortes personnalités, mais qui allaient vraiment dans la bonne direction, ce qui n'est pas toujours le cas. Et là, c'était vraiment une belle conjonction de forces. Il a voulu s'en débarrasser, et à la fin, il s'en est débarrassé. Il a payé le prix, et il y a quelques directeurs qui ont sauté, et d'autres aussi. Mais bon, in fine, voilà, ça s'est quand même fait. Mais vous le savez, en 2009, l'affaire Fiat, ça commence par un projet de licenciement collectif dont on comprend très vite que son but caché, en fait, c'est d'éliminer la délégation syndicale et la force syndicale dans l'entreprise, hein, en mécanisme, en caricature, en concentrant la restructuration sur justement les quelques parties de l'entreprise où étaient concentrés les délégués, en disant « Ah, justement, on va fermer ces parties-là. Il y a un besoin économique de justement fermer ces parties-là. » Ce qui est dénoncé très vite. Il y a des actions syndicales collectives très fortes, dont l'occupation du garage de Mézère, vous vous souvenez peut-être, pendant une semaine.
Et c'est là que la justice est activée, mais elle est activée par l'employeur qui attaque les délégués. Hein. Donc évidemment, occupation, comme parfois la grève, mais occupation dit requête unilatérale pour nous faire sortir du garage. Et puis après, il y a une suite d'affaires, mais toujours initiées par la direction. Hein. Licenciement pour faute grave de délégués, justement des meneurs. Hein. Et pour quelles raisons? Pour des faits liés ou directement le fait d'avoir mené les actions, et notamment l'action d'occupation. Et puis encore une affaire qui est de prouver au tribunal la nécessité économique de lever les protections qui permettent de licencier sans tenir compte de leurs protections, justement les fameux délégués. Donc on a été mené au tribunal par la direction. Bon, maintenant, ça a été admirablement mené par justement des gens qui sont à la table ou dans la salle. Et ça a été une suite de victoires, parce que je me souviens bien, on a gagné sur à peu près tout, qui ont permis, justement, petite victoire au tribunal après petite victoire, qui ont permis d'alimenter la lutte et de créer à la fin un rapport de force qui nous a mené à une négociation extrêmement favorable. Donc, de nouveau, on n'a pas pu sauver la délégation, mais la direction en a payé le prix. Et c'est ça qu'on peut espérer, c'est qu'au moins, elle ne le refera pas une deuxième fois. Bon, est-ce que c'est vraiment le cas ou pas? Bon, je crois que quand on nous attaque, il faut savoir se défendre sur tous les plans, et il faut savoir se défendre aussi du côté de la justice, mais la justice n'est certainement pas une alliée naturelle. Merci Martin. Mireille, justement, je pense complétera tout à fait bien ton intervention, puisque elle va expliciter le cas belge. Merci. Je vais faire ce que je peux, en tout cas. Ça marche comme ça, oui, parce qu'on ne se rend pas compte ici. J'avais et j'ai encore quelques interrogations, et j'ai vu qu'il y a d'éminents juristes dans la salle, et peut-être qu'ils vont dire que la solution est évidente. Ce qui m'a fort interpellée dans le film et qui m'avait échappé, j'avais vaguement suivi cette histoire à l'époque, mais je n'avais pas le souvenir qu'il s'agissait d'une lutte qui était exclusivement la lutte, je vais dire, de la base, la lutte des gens, et qu'elle s'était poursuivie jusqu'à la fin en dehors des organisations syndicales. Je vais oublier ça, ou je ne l'ai jamais su, je n'en sais. Ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Alors, ma question ici est de me demander dans quelle mesure ça pourrait exister en Belgique. C'est-à-dire qu'on a apparemment été jusque la signature donc, d'un accord collectif sans jamais... je ne suis pas ici l'avocate des organisations syndicales. Je pose simplement la question de la conformité de cette solution avec la loi Renault, puisque nous avons une loi qui a 20 ans maintenant, que l'on va apparemment modifier, ou en tout cas, il y a des discussions entre les interlocuteurs sociaux pour faire autre chose que cette loi, dont on a eu 20 ans pour se rendre compte qu'elle ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à expliciter les phases d'information et de négociation. Donc ça, d'accord, donc ça c'est fait. Mais il y a d'autres instruments juridiques qui sont antérieurs, qui sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus déterminants, qui sont coercitifs et sur lesquels on pourrait très bien se fonder uniquement. Donc ce sont nos deux CCT 9 et 24 et un arrêté royal de 76 sur les licenciements collectifs. Et quand on a en 1998, suite à toutes ces histoires de Renault Vilvoorde, adopté cette loi, qui est toujours en vigueur maintenant, donc, elle a quand même réservé aux représentants du personnel dans l'entreprise le monopole de la négociation, de l'information, de la discussion, etc. Donc je ne sais pas, c'est en
en vous écoutant et en regardant un petit peu ce film que je me suis dit, voilà une chose qui est tout à fait exceptionnelle. Et ça m'a rappelé encore un principe général, celui-là, qui est qu'effectivement la grève appartient aux individus et qu'elle n'appartient pas aux organisations syndicales. Et dans notre droit, on fait parfois des distinctions inutiles entre une grève qui est autorisée, qui est soutenue, qui est je ne sais pas quoi. D'accord, il y aura certainement une indemnisation par le syndicat pour la rémunération perdue, etc. Il y a aussi des obligations des syndicats quand ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire grève, mais ça ne concerne pas les personnes qui ont donc en tant que droit fondamental le droit de grève. Donc on peut bien souvent avoir affaire à des grèves qui sont spontanées, et moi je grimpe au rideau quand j'entends à la radio qu'on parle de grève sauvage. Je ne sais pas ce qu'est une grève sauvage, c'est quelque chose qui n'existe pas et c'est un vocabulaire comme ça qui circule. La grève spontanée est une grève qui a tous ses droits parce qu'elle est la manifestation donc d'une cessation collective de travail et si elle correspond à ses caractéristiques habituelles, je ne vois pas en quoi il faut faire une distinction en ce qui concerne le droit des personnes, pas les obligations des syndicats. Et ça nous est rappelé ici. Je trouvais ça vraiment bien intéressant. À part ça, il y a un aspect purement juridique et procédural et judiciaire qu'il faut développer eu égard à notre droit belge. Et alors, la lutte des classes au tribunal, c'est un sujet un petit peu je ne vais pas dire contradictoire dans ces termes, ce n'est pas une oxymore, mais quand même, on n'en est pas loin. Pourquoi ? Parce que, d'une part, les juridictions sociales, qui ont quand même la compétence pour tout ce qui est les relations de travail, n'ont aucune compétence pour ce qui est des litiges collectifs. Donc tout ce qui est la défense d'intérêts collectifs, tout ça, ça ne va jamais passer par le tribunal du travail, qui a une compétence évidemment absolue, je dirais, pour tout ce qui est par contre les contestations individuelles. Donc, à partir du moment où tous les travailleurs d'une entreprise ont un même objet de contestation, eh bien, ça fait X contestations individuelles qui doivent être examinées par le tribunal. Mais si ces contestations ont une portée collective, donc s'il s'agit d'un droit collectif, là, le juge n'est pas compétent. Ce n'est même pas une question de compétence, c'est une question d'attribution. Alors, ça va poser quand même quelques questions parce que sur le plan des manifestations collectives, donc de l'expression du droit de grève, bien sûr, il y a très régulièrement des recours judiciaires qui ne sont même pas des recours, n'est-ce pas, ce sont des recours anticipatifs. On sait qu'il va y avoir une grève et notre droit ne permet pas d'aller frapper chez le président du tribunal du travail, bien sûr, mais on peut frapper, c'est frapper, avec un petit dossier, discrètement, au bureau du président du tribunal de première instance, qui a alors une compétence résiduaire, lui, et qui peut prendre tout ce qui va concerner ce qu'on appelle des voies de fait. Donc un employeur qui sent ses intérêts menacés parce qu'il va y avoir une grève, et il n'en sait peut-être pas plus, il n'en sait pas plus, il va y avoir une grève, fait un dossier et va demander préventivement l'interdiction. Donc tout ça a fait l'objet d'énormément d'articles, de positions en doctrine, également en jurisprudence, parce qu'il y a des présidents qui sont saisis et qui n'ont pas envie qu'on vienne les saisir de ça. Il y en a par contre qui sont ravis. Donc on a un petit peu zéro et l'infini dans les positions juridiques qu'on rencontre par rapport à ça et qui se situent donc uniquement dans le cadre de voies de fait. Alors s'il y a des juristes, des étudiants ou même tout le monde peut se dire que la prévention d'une voie de fait, ça, il faut être très très fort. Donc on va deviner, on va subodorer qu'il va y avoir une voie de fait. Et je ne connais aucune matière du droit, aucune autre matière du droit, où préventivement on se dit que quiconque
va passer sur le trottoir, là, il va se voir infliger une interdiction, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Nous avons un éminent professeur d'université dans la salle, s'il y est toujours, qui a fait énormément de travail sur cette question-là, qui a donc saisi Strasbourg, etc. Donc tout ça, je pense, est assez connu. Je ne vais pas m'y attarder, mais je reviens donc aux tribunaux. Qu'est-ce qu'on peut aller faire devant un tribunal quand il y a un problème tel que celui qu'on vient d'aborder, sachant que le juge n'est pas compétent, non seulement pour les aspects, les dimensions collectives de problèmes, mais il n'est pas compétent non plus pour se prononcer sur une décision économique. Donc on a vu ici, c'était particulièrement cruel, hein, on a vu des gens engagés, on a vu qu'on avait acheté des machines, on a vu que tout ça allait dans le sens même d'un développement, d'une activité, et que pour des raisons qu'on ignore, qu'on ne connaîtra jamais, il y a un arrêt de l'activité, donc la cessation d'un nombre colossal de contrats de travail qu'il ne faut pas justifier. Il ne faut pas justifier ça. En droit belge, il ne faut pas justifier. On n'a pas à dire pourquoi, dans l'État du Delaware ou ailleurs, il y a des gens qui ont décidé de... Donc ça a été relevé aussi, à un moment donné, je trouvais ça très bien, qu'il y a une absence d'interlocuteur, qui fait d'ailleurs que quand une décision est annoncée, alors pudiquement, moins pudiquement, ce sera l'intention de, nous avons l'intention de procéder, hein, puisqu'on doit faire comme ça, alors qu'en fait les décisions sont déjà prises. Et les interlocuteurs en Belgique sont en fait c'est du personnel de cadres, des directeurs généraux, mais qui ne sont que des relais de décisions qui existent déjà. Donc on s'est demandé dans quelle mesure on ne pouvait quand même pas soumettre ça aux tribunaux, hein, parce que la loi Renault permet quand même maintenant de vérifier, si pas la décision économique, en tout cas le respect d'un minimum, je dirais, de loyauté dans l'annonce de la mise en route de ces licenciements collectifs. Alors, on a effectivement un cadre qui est extrêmement restreint, parce que qu'est-ce qu'on peut faire? Que peut-on demander? On ne peut pas demander de suspendre la décision économique, on ne peut pas le demander. Ce qu'on pourra faire, cependant, c'est essayer de faire preuve d'imagination et de se dire que dans le cadre qui est celui du droit positif, il y a des règles qui sont des règles, mais il faut d'abord trouver une règle, et que si on peut actionner des mécanismes parce qu'on pourrait dire qu'ils n'ont pas été respectés, on peut demander au juge quelque chose. Alors, on peut demander au juge ce qu'on pourrait envisager dans un premier temps, mais qui n'est pas définitif, et qui est une suspension. Vous savez que le président du tribunal en référé peut suspendre des décisions. C'est le juge de la voie de fait. Autant le tribunal de première instance dirait que des piquets sont des voies de fait, autant on pourrait dire qu'une décision d'un employeur qui est prise en dehors de toute légalité est une voie de fait. Et c'est d'ailleurs ça qui a donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation française de 2011, qui a d'ailleurs admis l'occupation d'usines parce que l'employeur avait fait n'importe quoi. Il avait refusé accès, les gens avaient occupé sans dégradation, et l'affaire est allée jusque devant la Cour de cassation qui a rendu un arrêt de principe en disant mais ça c'est normal, il n'y a pas de dégradation, il y a évidemment la question des comportements qui sont susceptibles d'une incrimination pénale, c'est autre chose. Donc on peut évidemment faire ça, et dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on peut encore faire? Hélas, il n'y a que des actions indemnitaires, hein. Tout se règle en indemnité. Et évidemment, là, il faudrait voir quel est le fondement d'indemnité qui pourrait être réclamé devant le tribunal. J'ai repris tout à l'heure dans le séminaire une affaire continentale belge, mais qui était antérieure,
qui a concerné 190 travailleurs et qui avaient perdu donc leur travail dans ce contexte-là un peu, c'est-à-dire que la décision était déjà prise et on leur faisait croire qu'on allait continuer à négocier, qu'on allait les informer et tout. Et la Cour du travail a rappelé qu'on ne voyait rien, qu'il y avait des obligations quand même et qu'on ne voit rien dans le dossier. On ne voit pas les observations qui ont été faites, on ne voit pas les propositions que les organisations syndicales avaient mises sur la table pour essayer de limiter les pertes d'emploi. Et en fin de compte, on a reçu des dommages et intérêts sur le plan matériel et sur le plan moral, donc chaque fois pour un type de préjudice différent. Donc c'est à peu près tout ce qu'on peut faire dans le cadre donc, de ces procédures actuelles, sauf à faire, mais là ça ne se fait pas, ça pourrait se faire, sauf à demander plus systématiquement peut-être l'intervention du président référé parce que l'information n'est pas complète, parce que ceci, parce que cela. Mais Martin a bien expliqué les difficultés et aussi les hésitations qu'il y a dans une contestation d'envergure à aller actionner, n'est-ce pas, la sonnette du tribunal parce que ça peut être contre-productif en fin de compte. Donc ce sont des choses qui sont complémentaires mais qu'il faut manipuler à bon escient et en tout état de cause, le terrain syndical, le terrain de la lutte est certainement le plus efficace parce que c'est lui qui permet d'arriver à un résultat. Le juge, il ne va faire que sanctionner le non-respect d'une règle. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Donc il va bloquer les parties à un moment donné, il va les relancer, donc voilà. C'est tout ce que je peux dire maintenant. Ça va, merci. Merci beaucoup. Et donc, de ce que tu disais, il semblerait que en fait, la lutte des classes au tribunal, tu disais, serait peut-être moins belge que française. Enfin, peut-être justement, et là c'est une question de droit comparé, et donc Marie-Laure voulait repréciser des choses par rapport à cela, sans s'il te plaît, trop de jargon juridique. Merci. Je vais vous éviter le jargon juridique. Non, je voulais revenir sur 3 points. C'est vrai que les syndicats, à plusieurs reprises, Xavier Mathieu dit que les confédés ne sont pas là. Il parle des confédés, il ne parle pas des syndicats. Xavier Mathieu, il était délégué syndical CGT. Donc, il faut être clair, les syndicats étaient là. Dans l'entreprise, les syndicats étaient présents. Oui, mais attends. Les syndicats étaient présents dans l'entreprise. Il y avait ce qu'on a d'habitude comme syndicat en France. Il y avait une CGT, une CFDT suivie, une CGT et là, une force ouvrière qui s'est alliée avec la CGT, une CFDT qui était quasi inexistante et une CFTC qui était le signataire du patron. Les syndicats étaient présents dans l'entreprise. Et on parle beaucoup de Roland Spirko, qui a été effectivement, on va dire, la cheville ouvrière, sans vouloir faire de jeu de mots. Mais Roland Spirko, c'était un syndicaliste de chez Chausson. Chausson étant la boîte qui, Continental, a succédé à Chausson, à Compiègne. Donc, les syndicats, ils étaient quand même présents. Et il y avait quand même une tradition syndicale dans l'entreprise. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'il y ait une confusion de créer. Je pense que l'organisation, elle est nécessaire. Et Mireille se demandait tout à l'heure comment on avait pu signer un accord collectif sans syndicat. Ben si, il y avait un délégué syndical, Xavier Mathieu, il l'a signé en sa qualité de délégué syndical. Chaque délégué syndical des syndicats représentatifs ont signé l'accord. Ça, c'est le premier point. Qu'il y ait eu des bisbilles avec la Confédé, c'est une évidence. Parce que les structures, les syndicats d'entreprise et les structures syndicales ne travaillent pas toujours en harmonie. Et dans les structures syndicales, il y a une bureaucratisation qui fait que parfois, ça rend le travail difficile aux syndicalistes de terrain. Et ça, il y a eu des difficultés. Mais l'organisation syndicale, elle existait dans l'entreprise. Parce que ces luttes qui vivent sans organisation, ça n'existe pas. Traduire 3 mots ? Oui, vas-y. Je voudrais juste dire, pour éclairer le propos de Marie-Laure et préciser qu'on sache exactement quoi. Traduire les termes
Ah bah oui, ça marche. Hop. Traduire les termes, enfin traduire, c'est du français évidemment, mais quand on parle en France de syndicat, c'est la délégation syndicale d'entreprise. Quand on parle de confédération, c'est ce qu'on appelle chez nous les syndicats. Donc en gros, ceux qui ont agi, ce sont bien sûr des syndicalistes, mais les syndicalistes d'entreprise. Quand Mireille dit la base, c'est bien sûr des syndicalistes de l'entreprise, mais sans justement toute la superstructure, sans les permanents, comme moi par exemple, ou plus haut. Oui. Ce qu'il faut dire, Ce c'est sont que... les délégués d'entreprise. Ouais, et puis pas seulement, en France, il existe des syndicats d'entreprise. Puisque le principe, c'est... Oui. Les syndicats, ce sont les délégations d'entreprise. Voilà. Ici, on appelle ça la délégation syndicale d'entreprise. Oui, non, mais parce qu'il existe, il y a une distinction, il existe des sections d'entreprise et des syndicats d'entreprise chez nous. Et puisque la section syndicale, elle existe au sein de l'entreprise. Bon, enfin, c'est une petite distinction. Second point de différence assez considérable, c'est que en France, le conflit collectif, il peut très bien avoir lieu devant le tribunal, puisque le tribunal de grande instance est compétent pour les conflits collectifs du travail. Alors, pas seulement quand les patrons les saisissent pour interdire les piquets de grève, ce qui arrive systématiquement à chaque grève, ça c'est comme ici, mais également, moi, à une époque, ce qu'il y a, c'est que ce droit est en train de s'éroder avec les différentes lois qui ont été passées 2015-2016 et les ordonnances Macron de 2017. Ce droit est en train de s'éroder, mais on avait moyen de faire suspendre les plans. C'est bien l'action qui a été menée là. Ils ont perdu, parce qu'effectivement, que la justice soit une justice de classe, ça ne fait pas de doute. En revanche, il est arrivé à de nombreuses reprises qu'on puisse faire suspendre un plan. Et cette suspension du plan, ça permet la mobilisation, ça permet aussi, au sein de l'entreprise, au travail syndical, de se faire. Ça existe aussi. Et pour une suspension de plan, quand il y a cette urgence, il existe chez nous ce qu'on appelle un référé de Raeur. Et ce référé de Raeur, ça veut dire que, moi j'ai vu chez Moulinex à une époque, on a saisi le vendredi, le tribunal a siégé le samedi et on a eu une décision le lundi. J'ai vu chez PCA, ça m'est arrivé également, j'ai saisi le lundi, j'ai eu une ordonnance, parce que dans ce cas-là ça s'appelle une ordonnance et pas un jugement, j'ai eu une ordonnance le vendredi qu'on a fait exécuter le lundi. Ça existe quand même. Ça existe comment ? Ça n'existe pas sans la lutte. Et ça ne fait pas forcément que la lutte soit victorieuse. Mais c'est quand même un outil. C'est quand même un outil qu'on peut utiliser. Et alors là où je rejoins ce que disait Martin, c'est que le temps syndical et le temps de la justice, en général, n'est pas le même. Et ce matin, avec Mireille, on parlait de référé. Et le référé, pour moi, c'est l'action du militant. Parce que le référé, c'est rapide. Et le référé de Raeur, c'est encore plus rapide. Et à partir du moment où on l'utilise, alors on peut perdre parce que les juges ne sont pas avec nous, les juges sont dans l'air du temps, bien souvent, mais on peut aussi gagner. Et si la lutte collective est ressentie comme très puissante, on peut aussi gagner. Voilà. Je voulais quand même rappeler ces éléments-là parce que ça existe chez nous et on a gagné. Moi, ce matin, je ne sais plus à qui j'ai raconté ça, chez Kodak Monde, un accord avait été passé pour céder toutes les filiales françaises. Alors, ça serait beaucoup plus difficile aujourd'hui, parce que ce droit-là, il est en train d'être grignoté, plus que grignoté, là c'est à coup de serpe maintenant qu'on est en train de nous l'enlever. On a empêché Kodak Monde de vendre ses filiales. Pourquoi ? Parce qu'il y avait cette information-consultation obligatoire. Nous saisissions le tribunal de grande instance. Moi, je l'ai saisi à Caen, je l'ai saisi à Mulhouse, je l'ai saisi à Bobigny, je l'ai saisi dans toute la France. Je suis sortie sur les rotules de cette affaire parce que je plaidais toutes les semaines dans toute la France. Mais on faisait interdire, on faisait suspendre la décision jusqu'au jour où la date à laquelle ça devait être signé a été dépassée et où ça n'a pas été signé. Pendant ce temps-là, la lutte s'est organisée. Effectivement, il y a des moments où ça se passe mieux, des moments où ça se passe moins bien. Mais enfin, on ne peut pas laisser dire quand même que ce n'est pas possible. Ça a été possible. Si ça a été possible, ça le redeviendra. Parce que je crois que d'être syndicaliste dans les années 1900, ce n'était pas rose non plus. Et d'être syndicaliste aujourd'hui, ce n'est pas facile. Eh bien, il va falloir inventer comme dans les années 1900, parce que voilà.
pas très rassurant si on retourne à 1900, mais bon, mais c'est malheureusement un peu le cas. Donc du coup, on va enchaîner, là on va enfin vous laisser la parole. Donc voilà, si l'idée de base c'était vraiment le droit comme outil politique. Après, si vous avez des réactions aussi par rapport au film et aux luttes des travailleurs plus généralement, elles sont les bienvenues. Voilà, moi je voulais réagir peut-être à... Oui, Benoît Brabant, je suis permanent à la CSC, donc je voulais réagir avec deux éléments mis en avant par Madame Jourdan que je ne partage pas nécessairement. D'abord un petit... Mais c'est vrai que la première c'était plus sur une forme de question, vous posiez un petit peu la question quelque part du monopole des syndicats dans le cadre de la procédure Renault. Je pense qu'il faut être assez prudent avec ça parce que parfois les employeurs ne demanderaient pas mieux de pouvoir avoir des espèces de syndicalistes maison, des représentants des travailleurs maison en court-circuitant les syndicats reconnus. Et d'autre part, c'est vrai que dans la procédure Renault, les représentants des travailleurs au conseil d'entreprise ont quand même été élus par les travailleurs aux élections sociales pour lesquelles la majorité des travailleurs votent. Donc ils ont quand même une certaine représentativité, une certaine légitimité. Et alors par rapport à la procédure Renault, vous disiez tout à l'heure que on peut avoir des doutes sur le fait que ça a une utilité pour sauver des emplois et tout ça. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi, je ne partage pas ce constat parce que j'ai déjà été amené à négocier des fermetures ou des restructurations en utilisant la procédure Renault. Alors, ce n'est pas la procédure Renault en tant que telle qui va permettre d'arriver à un bon résultat pour sauver des emplois ou avoir un bon plan social, mais comme le disait Madame Dufresne, à côté du rapport de force qui est créé par les travailleurs, la procédure Renault telle qu'elle existe et qui est certainement améliorable, est quand même un bon outil qui en général est quand même très très utile et donc appuie quand même la lutte des travailleurs, même si par ailleurs ça peut être amélioré, mais c'est pas par hasard si les employeurs aujourd'hui remettent en cause la procédure Renault et voudraient pouvoir limiter dans le temps la phase 1 pour les spécialistes qui voient ce que ça veut dire. Donc je pense qu'il faut un peu relativiser quand on dit que ça ne sert à rien. En général, c'est quand même assez utile pour sauver des emplois ou avoir des bons plans sociaux. Ouais. J'avais encore des questions sur le cas français et notamment sur les poursuites pénales. Donc, poursuites et condamnations, oui. Donc, dans le livre, dans ton livre, tu écris aussi quelques passages ou pages sur, entre autres, le nouveau cadre sécuritaire et toutes les lois qui vont de pair dans le sens d'un durcissement. Et donc, tu as parlé de l'affaire Continental, dans laquelle tu avais dit que c'était en fait le patron qui avait demandé ou qui était en contact étroit avec le ministère public pour enchaîner les poursuites. Et donc, je voudrais plus d'informations là-dessus parce que après, il y a eu l'affaire Goodyear, où, bon, là, la défense des travailleurs était entre autres que le patron n'avait pas enchaîné les poursuites. Je ne sais pas si c'est vrai, ou il était quand même caché et en contact avec le ministère public. Et je voudrais aussi savoir pourquoi là, ils ont eu quand même 7 mois fermes et donc pas les simples, les pains moins grandes comme Continental. Et si oui, s'il y a une évolution à ce niveau, qu'il y a plus de peines qui sont prononcées et que tant le ministère public que les tribunaux sont plus durs et plus répressifs. Je fais le lien un peu avec la Belgique et on a eu de la discussion cet après-midi aussi. Donc, il y avait l'opinion qui disait qu'il y a peu de poursuites maintenant, mais bon, tant à Liège qu'à Anvers, bon, il y a des poursuites sur base de l'article 406, Code pénal, l'entrave méchante à la circulation. Donc, il doit y avoir encore des décisions. Mais donc, il y a quand même clairement aussi une criminalisation des mouvements sociaux et notamment des mouvements syndicaux. Okay. Encore une question peut-être parce que l'éminent professeur qui est à côté aussi
Non, Philippe, tu... Non, j'ai pas de questions. Oui. Vous avez vu qu'il y a tout ça concerne directement les questions de procédure ou l'organisation de la lutte, etc., etc. C'est une impression que j'ai eue en regardant le film. Il y a quand même une chose qui m'a... je m'appelle Paul Willem, je suis chômeur, j'étais exclu même du chômage. Donc, mais qu'est-ce que je veux dire? Oui, c'était une impression quand même que j'ai eue en regardant ce film. C'est quelque chose, il y a quand même quelque chose qui m'a un peu choqué. Parfois dans ce que vous dites, parfois un peu aussi, quand vous dites que c'est une lutte de travailleurs et que c'est cette lutte qu'on a voulu sanctionner parce qu'elle avait obtenu gain de cause, etc. Ça, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'on ne supporte pas que l'autre classe marque un point, quoi. Je veux dire que l'autre groupe marque un point. Mais ce qui me gêne, moi, personnellement, c'est qu'on est dans un discours, si vous voulez, dans une situation où on a le travail d'un côté, le patronat de l'autre. Et ça occupe tout le champ de réflexion, si vous voulez, sur cette question, sur ce problème. Or, il n'y a pas que ce problème-là. Il n'y a pas que ces problèmes-là. Et ça peut induire une gêne, enfin un problème. Moi, je trouve que quand on entend des délégués syndicaux, des travailleurs qui disent qu'ils veulent travailler, et que ça, c'est absolument pas remis en cause, etc., je voudrais quand même là qu'on ait un petit moment de réflexion et qu'on se dise, bon, là, il faut quand même se poser une question dans cette société, effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à dire sur le travail lui-même pour essayer d'avoir une vision plus nuancée, si vous voulez, de cette question, enfin, du travail. Enfin voilà, je ne sais pas comment dire les choses autrement. Non, c'est important aussi de questionner le travail et l'emploi. Voilà, je vais vite répondre aux deux petites remarques, sinon je vais oublier. C'est vrai que je n'ai pas du tout déploré pour l'intervention donc du conseil d'entreprise. Évidemment, je ne trouve pas que ça ne doit pas être comme ça. C'est la démocratie dans l'entreprise, c'est bien. Je me suis simplement posé la question. C'était une question, je me suis dit, tiens, mais tout ça a l'air de se faire non seulement en dehors de l'organisation, puisque là, c'était exprès, on le disait, mais en plus, on ne parle jamais du comité d'entreprise. Donc, c'est tout. Je ne disais rien d'autre que ça. Et alors, pour ce qui est du commentaire que j'ai fait sur la loi Renault, en fait, ce que j'ai voulu dire, mais qui a peut-être été trop rapide, c'est qu'on a tout un arsenal qui, pour moi, est complet avant la loi et qui, d'ailleurs, transpose très bien la directive. Donc tout ça, ça va bien. Quand on a fait cette loi en 1998, on a voulu évidemment faire mieux, puisque ça ne sert à rien de faire moins bien. Alors le mieux qu'on a pensé faire, c'est d'organiser, de faire une planification dans les réunions, dans l'information, etc. Et si vous vous souvenez, à l'époque, le Conseil national du travail avait remis un avis avant donc l'adoption de la loi en disant que sur le plan de l'arsenal législatif, on avait tout ce qu'il fallait, que tout était en fait un ensemble complet, conforme au droit européen, etc. Donc ce qu'on a imaginé faire là, c'est mettre un peu d'ordre dans ces réunions, dans ce stress, dans les communications que l'employeur devait faire. Et il y a donc ces 4 obligations avec le rapport, etc. Bien sûr que ça aide à la clarté, mais ce que j'ai voulu dire, c'est que ce n'est pas ça, ce ne sont pas ces modifications qui sont, je vais dire, procédurales en interne en vue de l'adoption du plan. Ce n'est pas ça qui a modifié fondamentalement les règles antérieures. Ça, voilà, on voit un peu plus clairement. Et on pourrait d'ailleurs, on aurait déjà pu le faire avant, mais on pourrait d'ailleurs maintenant viser plus précisément des recours judiciaires si on décidait de les introduire. Par exemple,
les représentants du personnel peuvent faire des observations, des contre-propositions, etc. Et l'employeur doit y répondre. Ben, imaginons que l'employeur n'y répond pas, comme dans le cas de Continental où il y a juste eu un petit rapport de quelques pages, ou alors on a noté également, tiens, les représentants des syndicats ont fait des observations, mais on ne sait pas lesquelles. Hein. Donc ces choses-là étaient tout à fait mal définies, mal faites. Maintenant, on pourrait exiger que ça soit mieux fait. C'est ça que j'ai voulu dire. Maintenant, vous savez certainement mieux que moi qu'on est en train de discuter de la modification de ce texte, essentiellement pour y introduire, d'un côté, on dit mais il faut prendre les sous-traitants, il faut prendre les faux indépendants, etc. Et les employeurs, eux, on se dit mais qu'est-ce qu'ils ne trouvent pas bien dans la loi Renault. Alors j'ai lu ici un représentant du patronat qui dit que ce qu'il ne trouve pas bien, c'est que quelqu'un qui est licencié individuellement, bah, il a son préavis, et puis quelqu'un qui est dans le cadre d'un licenciement collectif, il a plus que son préavis, alors que s'il avait été licencié tout seul, il aurait eu son préavis, et qu'il trouve que là, il y a une rupture d'égalité. Hein? Alors, n'empêche que vous avez raison aussi. Il y a ici l'opinion d'un représentant de la FGTB qui explique que, donc ça fait partie de la thèse des organisations syndicales sur le plan du satisfecit, c'est qu'en général, dit la FGTB, il constate qu'avec toutes ces négociations et avec ce plan et tout, on arrive à faire des économies de perte d'emploi de 7%. Maintenant, est-ce que c'est une moyenne par rapport au volume d'emploi qui était initialement envisagé par le patronat? Donc le chiffre de 7% est là. Et alors, il y a un deuxième avantage qui est effectivement, donc, en général, une indemnisation complémentaire, pas de l'ordre de Continental, mais qui, selon la situation, peut ne pas être négligeable. Ça va, c'est plus clair ce que j'ai? Oui, oui. C'est vrai que je n'étais pas sûr d'avoir bien. Oui, mais c'est peut-être moi qui étais... Merci. Donc peut-être une réponse sur le pénal à Yann. Oui, Yann posait la question des poursuites, de la manière dont les poursuites avaient été initiées et du rôle de l'employeur et du lien de l'employeur avec le parquet. Ben, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur cette justice de classe. C'est-à-dire que le parquet, je pense qu'en Belgique c'est la même chose, le parquet c'est le bras armé du gouvernement. Le parquet, ce n'est pas les juges du parquet, enfin les juges, ce ne sont pas des juges. La Cour de justice l'a dit, au demeurant, ce ne sont pas des magistrats. Ce sont les parquetiers, au demeurant, sont des parties comme nous au procès. Mais le parquet initie les poursuites. Dans l'affaire Continental, c'est le parquet, c'est la direction qui a désigné, ça ressort des procès-verbaux de police, c'est la direction qui a désigné 6 personnes. 6 personnes du comité de lutte, 6 membres connus et 6 membres actifs du comité de lutte. Très clair. Chez Goodyear, alors moi, c'est pas moi qui ai suivi l'affaire Goodyear, chez Goodyear, comme chez Continental, un accord avait été signé. Un accord de fin de conflit avec des sommes dans le cadre des licenciements, etc., etc. Le même type d'accord avait été signé, moins bon, parce que au fur et à mesure que le temps passe, les accords, ça baisse en niveau. Plus il y a de licenciements, moins les accords sont bons. Mais un accord avait été signé, et dans ces accords, les directions s'interdisent toujours toute poursuite à l'égard des syndicalistes. Sinon, il n'y aurait pas de signature d'accord. Comme dans Continental, la direction avait signé, comme dans Continental, c'est le parquet qui a poursuivi. Et on sait bien que dans ces cas-là, le parquet, la direction reste à la manœuvre derrière le parquet, parce que les liens sont évidents entre ces directions de sociétés puissantes et le pouvoir politique. Donc, dans tous ces cas, le parquet... je vais oser dire cela, le parquet est aux ordres des employeurs. Je vais vous donner un exemple extrêmement récent. Avant-hier, je plaidais dans un accident mortel du travail contre Renault et une autre société, une société Asten. Cette affaire, ce travailleur sénégalais intérimaire, ça fait beaucoup de défauts,
Eh bien, ce travailleur, il est mort en 2014. Il est passé au travers d'un toit en verre, il s'est écrasé en bas parce qu'il n'y avait aucune protection. On lui avait fait revêtir le matin un harnais, tout le monde sachant qu'il n'y avait pas de point d'accroche du harnais. Bon. C'est extrêmement choquant, c'est terrible. Et moi, quand je lisais le dossier, j'ai aperçu les photos de l'homme écrasé, je peux vous dire que c'est à vous donner des cauchemars. Eh bien, pour que cette affaire vienne devant un tribunal correctionnel, qu'on mette Renaud et Asten devant le tribunal correctionnel, il a fallu 4 ans. Il a fallu 4 ans et même ça a failli ne pas venir. Parce que la famille est au Sénégal, parce que c'est un cousin qui était là, qui venait, parce que heureusement le syndicat, la CGT chez Renaud l'aidait, le soutenait, l'a amené au cabinet et on a écrit 12 lettres recommandées au parquet pour savoir où en était l'affaire. 12 lettres recommandées. Normalement, on n'écrit pas en lettres recommandées au parquet, on écrit en lettres simples. 12 lettres recommandées sans réponse. Un jour, j'ai pris mes affaires, je suis allée au parquet de Versailles et j'ai dit, écoutez, vous allez me sortir le dossier, je vais voir où il en est. Ça suffit comme ça. J'ai passé la matinée entière. Pourquoi? Parce que j'ai dit que si on ne me montrait pas ce dossier, je ne sortais pas du parquet. Ce n'était pas juridique. Ils ont fini par me montrer où était le dossier. Il était au fond d'un placard. Il a fallu faire remonter le dossier. Le dossier est venu. 4 ans pour que ce dossier vienne. Eh bien, récemment, il y a quelques mois, j'ai plaidé pour 9 travailleurs de chez PCA. 9 salariés, 9 délégués, qui, lorsqu'on voulait forcer un salarié qui rentrait de maladie, on voulait le forcer à se remettre à sa machine alors qu'il n'était pas en état de s'y remettre, on dit on va monter au bureau. C'est une tradition syndicale, je ne sais pas si ça existe ici. Monter au bureau, c'est une expression. On va monter au bureau. Et ils sont montés à 9 au bureau. Et on les a accusés de séquestration parce qu'ils étaient 9 dans le bureau et que le petit chef était tout seul. Il n'était pas tout seul, puisqu'un autre petit chef est venu, qui est resté les bras croisés à côté de lui, c'est dire s'il était maltraité, et qui n'a pas bronché. Eh bien, ça a pris 6 mois pour les poursuivre en correctionnel. 6 mois, 4 ans pour l'autre, 6 mois pour celui-ci. Alors effectivement, justice de classe, effectivement, lien avec le parquet. Là, le parquet, il est vraiment très actif, puisque les 9 de PCA, ils se sont retrouvés en garde à vue, tous les 9, pendant une journée entière, pour une séquestration, nous disait-on, de 17 minutes. 17 minutes de séquestration, vous avez déjà vu ça? Eh bien, ils ont été condamnés. Je ne sais pas ce que sera la décision à l'égard de Renaud et d'Asten. Mais vous voyez, on voit bien que, si vous voulez, selon que vous êtes un ouvrier ou selon que vous êtes un patron, vous n'êtes pas dans la même situation face à la justice. Je crois que ça répond au premier point de la question. Second point de la question de Yann, c'est est-ce que ça arrive de plus en plus? Oui. Et dans le bouquin, effectivement, je me suis attachée, bon, ce bouquin pour moi, c'était surtout une réflexion personnelle, et je me suis attachée à étudier un peu en parallèle l'évolution du droit du travail et l'évolution du droit pénal. Et effectivement, on voit se déconstruire, si je puis utiliser cette expression, se déconstruire le droit du travail. On voit s'effacer peu à peu les garanties, les moyens, les outils que nous avons au droit du travail. Même si nous allons en reconstruire d'autres. Il ne faut pas qu'ils croient que c'est fini. Mais on voit cela à travers ces lois 2013, 2015, 2016, 2017. C'est très impressionnant. C'est un coup de serpe vraiment terrifiant. Dans le même temps, on voit les lois pénales se transformer. On voit le droit pénal se durcir. On voit le contrôle pénal se durcir terriblement. La dernière loi votée sous prétexte d'attentat, la dernière loi votée sur la sécurité intérieure en France est une loi terrifiante. Je pense que nous vivons, je pèse mes mots, que nous vivons dans un état policier. Ça ne se fait pas encore sentir au point où ça pourrait se faire sentir. Parce qu'aujourd'hui, on a transféré au pouvoir administratif nombre de pouvoirs qui étaient contrôlés auparavant par le juge judiciaire. Assignation à résidence, perquisition administrative, contrôle judiciaire.
on appelle ça périmètre de sécurité. Lorsque le préfet a décidé d'un périmètre de sécurité et sur des critères qui sont extrêmement flous, risque d'atteinte, Mireille parlait tout à l'heure de risque de voie de fait, ben là c'est risque d'atteinte à la sécurité publique. À ce moment-là, on peut tracer un périmètre de sécurité. Dans ce périmètre, si vous voulez rentrer chez vous, on pourra vous fouiller. On pourra vous demander contrôler votre identité, vous fouiller le coffre de votre voiture. On pourra porter atteinte à nombre de droits fondamentaux. Si un jour, autour d'une usine, parce que des ouvriers occupent l'usine, un gouvernement pense qu'il faut mettre un périmètre de sécurité, ça sera la même chose. Aujourd'hui, c'est sous prétexte d'attentat. Et tout cela est entretenu. Tout cela est extraordinairement entretenu. On a en France un historien qui s'appelle Patrick Boucheron, qui a écrit un livre vraiment intéressant avec un sociologue américain qui s'appelle Robin, qui s'appelle « Gouverner par la peur ». Ces évolutions parallèles sont inquiétantes. Parce qu'en matière pénale, dans le même temps, des infractions sont créées, des incriminations sont créées dans le code pénal, qui sont des incriminations moins précises, moins strictes. On a en droit français, je pense que ça doit être la même chose ici, un droit pénal qui est gouverné en principe par un principe d'interprétation stricte de la loi. Un fait interdit, une punition. Un fait précis. Moins l'incrimination est précise, plus le danger d'arbitraire est grand. Et notre droit pénal évolue dans ce sens. Effectivement, je n'ai pas le temps ce soir de développer tout cela, mais je menais une réflexion là-dessus dans le livre parce que le libéralisme économique se développant, on a à faire face à un contrôle policier et administratif de plus en plus prégnant. Je pense que c'est très cohérent. Mais je pense aussi qu'il va falloir se battre sérieusement contre tout cela. Merci. J'ai vu qu'il y avait quelques questions encore. Je vois que ça vous inspire. Oups. Si vous pouvez vous présenter et faire très bref parce qu'il commence à être tard, donc ce serait bien qu'il y ait encore que tous ceux qui ont envie de parler puissent parler. Donc brièvement, s'il vous plaît. Ah, c'est à moi, pardon. Voilà. Dans le film, on a vu que les Conti font une visite en Allemagne. Si je me souviens bien, la date, c'était le 23 avril. Ça m'a fait tilt parce que 8 ans plus tard, à 2 jours près, c'est-à-dire le 25 avril prochain, il y aura une audience publique à la Cour constitutionnelle par rapport au recours que nous, quand je dis nous, je travaille au collectif Solidarité contre l'exclusion, Magazine Ensemble, on défend les chômeurs, les locataires sociaux, on combat toutes les formes de précarisation du marché du travail. Donc on a déposé 2 recours à la Cour constitutionnelle contre le service communautaire qui, en 2 mots, est un travail gratuit, censément volontaire, mais qui de facto est imposé aux allocataires de CPS. Ça compte pour la contribution, ça compte pour la, comment dirais-je, pour la, quel est le terme exact, pour la disposition au travail, qui est une des 6 conditions sine qua non pour avoir droit à l'aide sociale. Donc c'est clair qu'un allocataire social à qui on propose, on recommande chaudement un service communautaire n'aura quasi pas les moyens de le refuser. Et on rôde le système par rapport aux allocataires de CPS, mais on sait très très bien que ce qui est véritablement visé, ce qui est dans le tube, ce sont les chômeurs. Donc ça peut paraître moins grave que les Conti, mais en fait ça concerne des dizaines de milliers de travailleurs sans emploi dans ce pays. Alors, on a lancé un appel qui a été signé par une 70aine d'associations syndicales, de partis politiques, de représentants de CPS, etc. Ça fait 1 an et demi qu'on fait aussi un travail de terrain. On n'a pas lâché le ministre Borsu qui est à l'initiative de la loi pendant 1 an et demi. On a fait toute une série de manifestations, de rassemblements, notamment à l'occasion des 40 ans des CPS. Ça a été un peu médiatisé. Mais je voudrais surtout parler des recours. Alors, un recours devant la Cour constitutionnelle le 25 avril, un deuxième devant le Conseil d'État par rapport à l'arrêté royal qui est toujours pendant. Denis, juste dire 2 choses. Denis, juste faut être vraiment... Oui. Essaye d'être bref.
par rapport au sujet Je sais que d'aujourd'hui, c'est qui difficile, est effectivement mais il faut. la lutte des classes au tribunal. C'était notamment par rapport à ce qu'a dit Martin, et je peux partager ça avec un point de vue qui peut paraître parfois un petit peu pessimiste. Nous, on ne se fait pas d'illusions. La lutte des classes, elle ne se mène pas d'abord dans les prétoires, elle se mène d'abord dans les rues, dans les entreprises. Et puis, ça peut s'appuyer et ça peut déboucher. Mais il y a quand même une interaction entre les luttes et les procédures judiciaires. C'est Olivier Stein de PNL. J'ai vu qu'il y a un autre camarade de PNL qui mène cette action. Et quand on lui a proposé, il a tout de suite dit oui en disant pourquoi. Parce que c'est typiquement le genre de cause que j'aime, qui à la fois combine des enjeux démocratiques et politiques essentiels, mais aussi vraiment des possibilités d'avancer, point de vue juridique, de faire des brèches jurisprudentielles. Et il a clairement dit, par rapport à une loi qui est extrêmement mal foutue, très mal défendue, extrêmement lacunaire, et qui est surtout dérogatoire par rapport à une foule de réglementations et de législation au niveau du droit du travail, mais même au niveau des droits de l'homme, je cite mot à mot ces termes, il a dit « il y a une fenêtre de tir petite mais réelle ». Et si on gagne, ça sera une victoire énorme, parce qu'évidemment, on ne devra même plus continuer la procédure par rapport à l'arrêté royal dès lors que la loi tombe. Et deuxièmement, il a dit « même si on perd », pour montrer quand même que si au tribunal ça peut être utile, on aura quand même en partie gagné, d'abord parce qu'on aura mis la question à l'agenda politique, mais aussi parce que dans les mémoires de réponse de l'État belge que j'ai l'occasion de lire, c'est une vacuité extraordinaire, avec argument d'autorité, botte en touche, etc. Mais en même temps, ils sont obligés de lâcher un peu de lest par rapport à l'argumentaire quasi imparable d'Olivier. Ils essaient de répondre point par point. Et donc, même si on perd là-dessus, nous pourrons faire... Il y aura une deuxième manche qui est une série de procédures qu'on peut faire au niveau individuel devant les tribunaux du travail. Et là, Olivier a dit, par rapport à ce qu'il y a déjà dans les mémoires de l'État belge, on peut effectivement gagner. Donc oui, la marge est étroite, mais elle est quand même réelle. Fini. Et donc, j'appelle tout le monde à venir le 25 avril. On ne connaît pas encore l'heure, mais clairement, on essaie d'être un maximum de faire un rassemblement dans la Cour constitutionnelle. Donc, le 25 avril devant la Cour constitutionnelle. Voilà. Excusez-moi. Ok, merci. Une question à Martin Willem. Martin Willem a suivi et a participé à la lutte des coursiers de Deliveroo. Et récemment, si je ne me trompe pas, il y a une commission administrative qui doit statuer sur les relations de travail qui a donné raison, je crois, à 2 coursiers de Deliveroo quant à leur statut. Alors comment est-ce que tu vois cette décision de cette commission administrative qui a clairement décidé que les coursiers ne sont pas des indépendants? Comment est-ce que ça aide la lutte des coursiers de Deliveroo en particulier? Une deuxième chose, c'est un commentaire sur la loi Renault. L'évaluation qu'on fait de cette loi et les éventuelles propositions pour améliorer cette loi dépend en très grande partie de la vision qu'on a du syndicalisme. Si on se voit en tant que permanent ou en tant que délégué syndical essentiellement accompagner les restructurations, si on se présente essentiellement comme une sorte d'ambulancier ou d'assistant social du recul social, oui, alors là, on peut être très satisfait de la loi Renault. Mais je crois qu'un syndicaliste doit être plus que ça, plus qu'un simplement un gestionnaire des conflits, mais c'est de changer les rapports sociaux. C'est l'exemple des contis. Et je crois qu'en France, je sais qu'il y a ce débat-là, en Belgique en partie, c'est de se poser la question s'il ne faut pas passer à l'offensive sur les outils légaux aux mains de délégations syndicales, d'envisager la possibilité d'interdire les licenciements, d'un droit de veto pour les délégations syndicales, de plans de restructuration, etc. Voilà. Donc, j'aimerais juste plaider, non pas seulement pour le maintien de la loi Renault, mais pour plaider, j'aimerais plaider pour... Est-ce que vous pouvez vous présenter, excusez-moi? Oui, je suis Philippe Dorsemont, de l'Université catholique de Louvain. Donc, j'aimerais plaider pour que la stratégie qui est évoquée dans le livre de temps en temps, qui est la stratégie qui est typique pour le capitalisme financier, qui génère
beaucoup plus tard des décisions de restructuration pour que cette stratégie soit l'objet d'informations et de consultations. Hein. Parce que de cette stratégie, évidemment, au niveau du groupe, les travailleurs ne sont pas tenus au courant. Hein. Donc, ce n'est que lorsque cette stratégie est mise en œuvre et lorsqu'elle va impliquer qu'on doit envisager un licenciement collectif que les représentants sont informés, mais c'est beaucoup trop tard. Voilà, des réactions. Mireille, peut-être? Oui, tu veux? On m'a posé au moins une question. Et celle sur la loi Renault est très importante aussi. Je change? Oui. Allô? Je voudrais dire un mot sur la loi Renault, et c'est très très lié au sujet de ce soir. Parce que le sujet de ce soir est finalement quels sont les outils du droit qui peuvent aider le combat des travailleurs. La lutte des classes, c'est peut-être un peu ambitieux, mais le combat des travailleurs. La loi Renault est vraiment très importante. Elle peut bien sûr être améliorée, elle devrait être améliorée. Mais aujourd'hui, elle fait l'objet d'une attaque. Alors, on utilise, il y a évidemment une campagne de préparation médiatique pour travailler l'opinion publique, hein, comme on le voit partout. Hein. En France, on veut supprimer les fonctionnaires ou les cheminots. On dit que c'est des profiteurs. Bon, on travaille un certain temps là-dessus avant de faire passer l'affaire. On nous prépare sur le fait en disant la loi Renault n'est finalement pas très efficace pour sauver des emplois. Je regrette qu'un syndicaliste de la FGTB c'est pas qu'il soit de la FGTB, mais en l'occurrence de la FGTB, se permet de donner des chiffres. Parce que franchement, qui peut donner des chiffres sur le nombre d'emplois qui sont sauvés grâce à la procédure Renault? Moi, malheureusement, j'ai dû intervenir et négocier dans peut-être une cinquantaine de procédures Renault. Je n'ai jamais fait de rapport en disant avant, l'employeur voulait licencier autant, après, finalement, il en laissait autant. Je connais aucun de mes collègues qui ait jamais fait un tel rapport. Donc comment est-ce qu'il y a des gens qui peuvent calculer, et des gens qui en plus sont très loin du terrain, c'est des gens dans des ministères ou dans des services d'études, des organisations syndicales, qui peuvent tout d'un coup décréter qu'avec ça, avec la loi Renault, on a sauvé 7% d'emplois. Là, je veux dire, ils sont vachement fortiches. Hein, parce qu'en n'étant pas sur le terrain, en n'ayant aucun chiffre, parce que les gens sur le terrain n'en donnent aucun, ils arrivent à tirer des conclusions comme ça. C'est dommage. Mais pourquoi est-ce qu'il faut donner un chiffre? Je crois qu'il faut se dire, ça peut sans doute en sauver, mais ça n'a pas que cet effet-là. Et il faut se dire que voilà, il y a des chiffres qu'on ignore. Enfin, par définition, c'est comme si on se disait, je ne sais pas, est-ce que le fait d'améliorer un peu, de diminuer un peu la pollution de l'air a évité la mort prématurée de combien de personnes? Mais mon Dieu, s'il n'y en avait déjà qu'un seul dont on avait évité la mort prématurée, ça serait déjà suffisant. Donc il y a des choses qui sont évidemment non évaluables. Et pourquoi cette loi est attaquée? C'est parce qu'il y a dans le droit belge, il y a quelques lois, elles sont rares, mais qui bloquent à des moments critiques le patronat, qui les obligent à commencer à devoir rendre des comptes, à forcer, qui les obligent à la discussion. Et la loi Renault, et je ne sais pas très bien quel a été le processus législatif qui a poussé à ça, parce qu'elle est très rare dans ce mécanisme qui dit qu'il doit y avoir une procédure d'information et de consultation dans laquelle les représentants du personnel peuvent poser toutes les questions qu'ils veulent, peuvent faire toutes les suggestions qu'ils veulent, peuvent faire des plans que la direction doit analyser, mais surtout, et c'est ça le point crucial, et c'est ce point-là qui est attaqué, cette procédure d'information et de consultation est de durée illimitée, tant qu'il n'y a pas consensus de toutes les parties pour dire « ok, on peut la terminer ». Ce qui veut dire potentiellement que c'est un outil qui peut bloquer ou retarder sans limite le plan, la restructuration que veut faire le patron. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui est totalement impensable, que le patronat ne peut pas supporter.
dans cette idée qu'ils sont les maîtres absolus, c'est quand même leur entreprise, enfin, des actionnaires et ça, c'est leur entreprise, ils doivent pouvoir en faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils aimeraient, et c'est marqué depuis 2014, c'est marqué dans l'accord de gouvernement, ils veulent mettre une durée maximale à la phase d'information et de consultation. À la limite, qu'on les oblige à payer 7%, 10%, 50% en plus les indemnités de licenciement, ce n'est pas un problème. L'argent n'a jamais été un problème. Même la protection des délégués n'est pas tellement un problème, même si elle est forte, enfin, en tout cas pour les représentants du personnel, parce qu'on peut même ne pas la respecter, il suffit d'y mettre l'argent. Celui qui a de l'argent peut toujours tout faire. Mais avec la loi Renault, pas. Il promettrait même de dire je vais payer 2 fois, 3 fois ce que donne le légal. Si les délégués, si les représentants du personnel disent non, non, on veut questionner votre plan, on veut le remettre en question, on a aussi des idées et on veut que vous les examiniez, c'est insupportable. C'est ces petits travailleurs qui viennent se mettre à votre niveau et dire que peut-être ils ont des idées qu'il faudrait considérer, qui pourraient remettre en question votre plan en tant que directeur, en tant que propriétaire. Et donc, c'est évidemment pour ça que cette loi est attaquée. Il y a quelques points comme ça. Je citais tout à l'heure la question de la fixation des critères de licenciement, parce que normalement, dans une entreprise, même quand on n'est pas dans les seuils de la loi Renault, quand on licencie pour motif économique ou technique, il faut un accord sur la manière dont on choisit les travailleurs qui sont licenciés, ce qui est malheureusement très peu connu, pas assez connu, parce que c'est évidemment passé sous silence, et trop peu utilisé par les délégués du personnel, mais on s'ingénie, enfin on travaille à ce que ça soit mieux connu. Et ça, ce sont des outils de droit qu'il faut connaître et qu'il faut utiliser à fond. Sur la question de Deliveroo, c'est un bon exemple de comment est-ce qu'on se positionne d'un point de vue tactique sur les outils que peuvent nous donner les procédures judiciaires. Donc il y a eu ce combat des coursiers qui n'a pas réussi jusqu'à présent, d'éviter qu'on leur impose de tous passer sous statut indépendant pour pouvoir continuer à exercer leur métier. Deliveroo avait fixé un ultimatum au 1er février et ils l'ont maintenu, c'est-à-dire dès le 1er février, ils n'ont plus travaillé qu'avec des coursiers indépendants. Toute une série, environ 600, n'ont pas voulu adopter ce statut et du jour au lendemain n'ont plus pu continuer. Pour certains, c'était leur seule source de revenus à exercer cette activité. On a utilisé la ressource de la commission administrative de règlement de la relation de travail parce que justement ce n'est pas un tribunal et parce qu'on pouvait espérer une décision rapide et que c'était très important parce qu'on sait très bien que les gens qui sont sans revenus, ils vont trouver une solution, ils vont tourner la page, ils vont changer. Si on ne peut pas continuer une lutte en allant maintenant au tribunal et dans 2 ans rappeler les gens et leur dire tiens voilà on a un résultat positif. Et on a eu, même si c'est après 1 mois et demi, 2 mois, une décision positive. Mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Ça montre aussi les limites des procédures, que ce soit ici administratives ou judiciaires. Elles ne concernent que 2 coursiers, donc elles ne permettent pas non plus de forcer Deliveroo. Mais par contre, elles nous permettent, je crois, d'être un levier de négociation. C'est-à-dire qu'elles créent un risque juridique pour l'employeur qui permet peut-être de mettre du poids dans la balance pour le pousser et l'inciter à plus négocier. Et il faut savoir que souvent, quand on entame, en tout cas en tant que syndicaliste, quand on entame ou on demande à des avocats d'entamer pour nous une procédure judiciaire, c'est dans l'espoir de ne pas la mener jusqu'au bout. C'est dans l'espoir que la menace que peut-être il perdra après un certain temps, la menace sur l'employeur, l'incite à négocier et se donner un bon rapport de force dans la négociation. Voilà. Merci. Moi, je voulais juste revenir à la question que tu posais tout à l'heure sur emploi et travail et sur le fait que dans le film, en effet, on voit que certains sont satisfaits de leurs conditions, enfin, sont contents de revenir à leurs conditions d'ouvriers et donc ne posent pas la question de l'exploitation au travail. Donc voilà, donc je pense que c'est une question très importante aussi. Voilà. Donc je vous la pose, je ne sais pas si... Donc... moi, je trouvais la question extrêmement intéressante. Bon, sous cet aspect, c'est-à-dire, semblait dire que des gens... Mais je ne crois pas que c'était exactement... Enfin,
tu vas me dire si je me trompe, c'est exactement ça la question. C'est que quand on regarde ce film, dans ce moment de lutte, on pourrait penser que la lutte, c'est uniquement lutter pour son emploi. Voilà. C'est un moment de lutte. Ça n'est qu'un moment de lutte. Et moi, ce que j'ai appris, ça fait 30 ans que je suis avocat, je défends les travailleurs. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il n'y a que des moments de lutte. Alors, là où la lutte triomphera, c'est quand ces moments de lutte seront réunis. Parce que la lutte, c'est pas seulement la lutte pour un emploi, c'est la lutte des femmes pour leur égalité, c'est la lutte contre toutes les divisions qui sont des divisions dont a besoin le capitalisme pour pouvoir vivre tout simplement. Et bien sûr, Continental, moi j'ai des bons souvenirs avec Continental, c'est vrai. Comme j'ai des bons souvenirs à Moulinex ou des bons souvenirs dans d'autres endroits. Pas quand Moulinex est morte, mais quand on s'est battu pour la réintégration des gens. Ce sont des moments de lutte, effectivement. Je crois qu'aujourd'hui, l'attaque, elle est très frontale. L'attaque qui est menée contre les travailleurs et ceux qui n'ont plus de travail, qui sont les mêmes, elle est très frontale. Elle est de l'autre côté. Ils sont très organisés, très militants. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'à nous d'être aussi organisés, aussi militants. Parce que quand je parlais de cette évolution parallèle entre le droit du travail et le droit pénal en France, c'est tout à fait criant. C'est tous azimuts. L'attaque contre les services publics. Là, ce qui se passe à la SNCF, c'est un service public. Et qu'est-ce qu'a fait le gouvernement? Il a mis en avant le statut. Comme ça, il a donné en pâture à tous ces gens qu'on gaffe de télévision, ces nantis que seraient les cheminots qui sont... Les cheminots, oui, mais attention, les cheminots qui ont le statut, parce qu'il y a déjà 30% de cheminots qui sont contractuels. Et comme si... le service public de la SNCF ne vivait pas mieux avec des gens au statut. Et mais c'est ni avec la SNCF. L'habitat, comment on appelle ça, les logements sociaux chez nous, les HLM, j'étais impressionnée parce que j'ai lu un dossier sur l'attaque qui est portée contre les HLM. Mais les HLM... Le service public des HLM n'aura plus d'argent. Et donc, ce sont ceux qui habitent dans les HLM qui perdent leur travail. Et l'attaque, elle est frontale, elle est massive et elle est globale. C'est vrai. Et alors, qu'est-ce qui se pose comme question? C'est pour ça que, moi, cette question de le droit, est-il ceci, le droit a-t-il telle place? Mais le droit, c'est le reflet d'un rapport de force politique. C'est le reflet d'un rapport de force politique, mais aussi, ce rapport de force politique, aujourd'hui, nous est totalement défavorable. Moi, je pense que la droite a gagné. La droite a gagné, les idées de droite ont pénétré en profondeur. Reconstruisons ce que nous appelions la gauche. Voilà. Non, mais... c'est ce que j'appelle de mes voeux, c'est ce à quoi on s'emploie tous au jour le jour, mais avec les travailleurs, avec ceux qui n'ont pas de travail, et en mettant en question, précisément, et c'est pour ça que je trouvais ta question particulièrement intéressante, en mettant en question ce qu'on appelle le travail, comment est rétribué le travail, par qui, pourquoi, et tout cela, toute cette remise en question, elle ne peut pas se faire si elle ne se fait pas de manière globale, effectivement. Et c'est vrai qu'un syndicalisme sans point de vue politique, ça ne sert pas à grand-chose, même si le syndicalisme, c'est indispensable. Ouais, je voulais rebondir sur avec le droit pénal. Je voulais savoir si en Belgique, justement, vous pouviez un petit peu voir s'il y avait ce parallélisme qui s'opérait également. Moi, je ne fais pas de droit pénal.
Peut-être que Yann peut dire quelque chose. En tout cas, la position, ça c'est clair, la position du parquet par rapport au ministre est différente. Oui, mais il y a une indépendance du parquet. Alors, il faut savoir dans quelle mesure elle est réelle. Mais nous n'avons pas, comme en France, un contrôle direct des magistrats du parquet par le pouvoir politique. Ça, c'est impensable. Maintenant qu'il y ait d'autres contrôles plus... Oui, ça, je ne peux pas le dire, mais on ne peut pas comparer. Les situations sont différentes sur le plan juridique. Voilà, moi, je n'ai rien à dire à part ça sur le droit pénal, parce que c'est tout à fait particulier. Voilà. Enfin, moi, je peux dire qu'en France, les patrons ne se privent pas de se servir du droit pénal. Il y a une accentuation, c'est certain. Et les parquets sont très, très zélés dans les poursuites, ce que je décrivais tout à l'heure. Et ce qu'on observe, enfin, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Tarnac, c'est très français. Ouais. Dans cette affaire, moi j'étais très frappée, parce que je défends les militants au pénal aussi, et les magistrats, je voyais l'attitude de la présidente par rapport à Julien Coupat. Je n'ai pas d'antipathie pour Julien Coupat, mais il pouvait se permettre à peu près tout ce qu'il voulait. Et c'est très frappant quand même. Et moi, je vois des ouvriers qui sont devant les tribunaux. Lorsque ce sont des ouvriers, je peux vous dire que les tribunaux n'ont pas le même comportement et qui sont loin de pouvoir se permettre ce que se permettait Julien Coupat. D'abord, ils n'ont pas forcément à leur disposition la parole. Et là, nous avons un rôle à jouer parce que nous portons leur parole. Et la dignité des travailleurs qui est bafouée lorsqu'ils sont poursuivis devant les tribunaux pénaux, eh bien, cette dignité-là, nous contribuons à la rétablir par la parole que nous portons. Et nous, ils n'osent pas nous interrompre. Ils n'osent pas nous écraser. Nous sommes leurs représentants au sens propre du terme, c'est-à-dire que nous sommes transparents. C'est leur parole qui est portée. Et leur parole prend une valeur. Et bien souvent, lorsque nous sommes au pénal, nous nous en servons. Nous en faisons des tribunes. Et cela, effectivement, le patronat n'aime pas cela. Mais je suis toujours frappée de cela, de cette... Enfin, moi, quand j'ai lu ce que déclarait Coupat, je me disais, mais bon sang, si mon secrétaire de syndicat de PCA Poissy se comportait comme ça, mais attendez, on lui dirait outrage à magistrat, immédiatement. Ça, c'est tout à fait impressionnant. Pour revenir à la question, parce que c'était la question que posait Yann et il pourra peut-être répondre pour la Belgique, en France, effectivement, on voit une accentuation des poursuites. On voit une accentuation des poursuites et tout à l'heure, Martin a été pris de rire quand on a entendu parler des patrons qui invoquaient le principe d'égalité de traitement alors qu'ils allaient à l'encontre des droits des travailleurs. Dans mon bouquin, je fais allusion à une affaire qui m'a beaucoup honorée parce que j'ai défendu la secrétaire générale de la CGT Martinique qui était poursuivie par les béquets. Les béquets en Martinique, c'est la classe qui possède 60% de la Martinique. Ce sont des fortunes. Ce sont les arrière-petits-enfants des esclavagistes. Leur fortune repose sur cela. Ghislaine Joachim Arnaud, c'est l'arrière-petite-fille d'un esclave. Ceux qui ont fait la fortune des béquets. Et vous ne devinerez pas qui poursuivait qui pour incitation à la haine raciale. C'est le béquet qui poursuivait Ghislaine Joachim Arnaud pour incitation à la haine raciale. C'est assez équivalent de ces patrons qui invoquent l'égalité de traitement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le plan politique, on crée une confusion et les médias ne se font pas faute de renforcer cette confusion. Une confusion est créée à partir d'éléments de langage.
l'incitation à la haine raciale, le racisme, l'égalité homme-femme, le principe d'égalité de traitement. Les patrons, les réactionnaires, les patrons, les détenteurs du pouvoir s'en servent. Ils se sont appropriés ces termes. Et parfois, cette confusion fait que dans la population, la confusion politique, elle est totale. Et cela sert ces discours comme ce discours sur les nantis que seraient les cheminots au statut, ou sur les nantis que seraient les fonctionnaires. Et, les médias développent une haine du fonctionnaire impressionnante. Et aujourd'hui, sur les vieux, les retraités, qui sont ceux qui ont bénéficié des années des 30 Glorieuses. Il y a tout un discours sur cela. Une division entre les jeunes et les vieux, et entre les fonctionnaires et ceux du privé. Tout facteur de division est bon à prendre. Et c'est contre cela, je crois qu'il faut que la bagarre soit menée vraiment. Et les chômeurs, aujourd'hui, on va nous faire une loi qui va permettre de contrôler les chômeurs. Et c'est vendu tous les jours dans les médias. Et ça passe. Enfin, on va mieux pouvoir contrôler les chômeurs, ces fraudeurs. On sait que des milliards d'euros sont perdus par fraude fiscale, et on va aller contrôler les chômeurs. Voilà. Et bon, je crois que c'est à tout ça qu'il faut s'adresser. Et la lutte des classes, elle passe par tout ça. Moi, je l'ai intitulé la lutte des classes au tribunal parce que je suis avec mes camarades au tribunal, parce que je suis avec les gens avec qui je me bats tous les jours. Je ne pense pas que le tribunal soit le lieu privilégié de la lutte des classes. Mais on peut aussi venir avec la lutte des classes au tribunal. Quand on est entré dans le tribunal de Fort-de-France, à 600 personnes, le tribunal de Fort-de-France retentissait de la chanson « La Martinique, c'est à nous, c'est pas à eux. On va les foutre dehors, ces voleurs, ces profiteurs que sont les béquets. » Et qu'on a pu expliquer que les béquets, c'était une classe sociale. Eh bien, ce jour-là, il y avait un peu de lutte des classes au tribunal. Mais oui, elle n'est pas triomphante, mais continuons là. Voilà, on est... On est parti des contis, je pense, pour arriver au titre « Un monde à gagner ». On est parti du tribunal pour arriver aux politiques. Donc là, je pense qu'on ne va pas non plus... Juste un dernier mot. Parce qu'un monde à gagner, c'est la phrase de Marx. C'est un monde à gagner, prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Oui, bien sûr. Mais on va aller jusqu'au bout, là. Mais donc, ce que je voudrais quand même terminer en remerciant toutes les personnes qui ont permis de créer cet événement. Parce que, voilà, toute la journée a été longue, parce qu'on avait un séminaire avant. Et il y a beaucoup de gens qui se sont mis, qui ont travaillé pour ça. Donc, je voulais remercier le Gréséa, Econosphère, l'Université de Gand, avec Patrick Imblé, qui a beaucoup participé, le réseau des juristes progressistes, le Gracos, et aussi des personnes individuellement, c'est-à-dire Corinne Gobin, Philippe Dorsemont, Thomas Gonzalez, Éric Demester, Nathalie Van Ver, Bruno Borin, Anis Maréchal et Hans Bouslama, qui ont vraiment aidé à ce que cet événement ait lieu. Voilà.